Bonjour à tous, nouveau studio, nouveau décor et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû et à l'inverse de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et aujourd'hui on s'intéresse à Last Action Hero. Last Action Hero, c'est un film de 1993 de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien et Charles Dance. C'est un film qui a coûté 85 millions de dollars et qui en a rapporté 137 millions. Le film commence avec tout ce qu'on aime d'un bon blockbuster américain des années 90. Des flics, des morts, des shotguns et Arnold fucking Schwarzenegger. Yeah! Tous les clichés des films d'action sont là. Le chef de la police qui gueule sur le héros, le poussant à rendre son badge, la journaliste qui essaie de parler, un politicien inutile qui se fait remettre à sa place, des punchlines de badass, un méchant au physique disgracieux, la prise d'otage du fils du héros, encore plus de punchlines et encore plus d'action. Tout y est. Tout. Et pour cause, ce qu'on vient de voir n'est en réalité qu'un film vu par Danny, notre jeune protagoniste qui... vit comme tous les clichés d'un ado des blockbusters américains des années 90. On fait la checklist ? Ok. Alors, cheveux longs au mi-long ? Check. Cancre de son école qui l'ennuie et le pousse à rêver en classe ? Check. Vivant dans un quartier malfamé et détestant le monde dans lequel il vit ? Check. Mère célibataire cumulant 2 jobs et donc absente pour sauver son fils malgré une volonté évidente de bien faire ? Check. Amitié douteuse avec un vieux fou en possession d'un objet ou d'un lieu vide et sale ? Check. Ok, c'est bon. Danny fait le mur pour assister à la projection du nouveau film Jack Slater 4, super-héros interprété par notre Schwarzy au début du film dans le cinéma morbide de son vieux pote Nick, le directeur du cinéma délabré. Ce dernier lui remet un ticket qu'il dit être magique, permettant de voyager entre les mondes. On passe le fait qu'il l'ait eu toute sa vie et ne s'en soit jamais servi, et Danny regarde enfin, avant tout le monde, le nouveau Slater. Film qui commence d'ailleurs avec un duo de méchants qui tiennent en otage le cousin de Slater. On a le concon richissime et Tywin Lannister. Slater va voir son cousin et le découvre grièvement blessé. Une bombe explose et une course-poursuite s'engage juste après un petit clin d'œil à l'arme fatale. 2 days to retirement. Les méchants, armés de bâtons de dynamite Acme, essaient d'atteindre Slater qui dévie l'un d'entre eux. Ils traversent l'écran pour atterrir au pied de Danny qui, dans un geste désespéré, se jette sur l'écran pour finir dans la voiture de Jack Slater dans le film. Le rêve d'absolument tous les enfants de ma génération. Jack et Danny n'ont vraiment pas le temps de faire connaissance et la poursuite continue, respectant les codes du film d'action avec un hommage à Terminator 2, un placement de produit légèrement discret. Je vois pas de quoi tu parles. T'as un truc sur le visage. Quoi ? Et on finit avec le traditionnel face-à-face explosif. Jack ramène Danny au commissariat, qui se rend bien compte qu'il est dans le film, et comme c'est le rêve de tous les enfants de ma génération, il prend son pied. Surtout qu'en ayant vu les précédents films et le début de celui-là, il a une longueur d'avance sur l'intrigue pour aider Jack Slater. Sauf que bien évidemment, personne ne le croit, à commencer par Jack lui-même. Une bonne partie du film va donc consister à voir Danny essayer de convaincre Jack qu'ils sont dans un film, et Jack réfuter toutes ses preuves de manière humoristique, tout en suivant ensemble les pistes de l'enquête sur la mort du cousin de Jack, qui vont les mener tout droit sur Benedict, qui décidera de se venger en menaçant la fille de Jack, menant à une autre bagarre qui scellera le rôle de sidekick rigolo pour Danny. Dans l'affrontement, Benedict récupère le ticket magique et alors que Danny n'arrivait pas à le faire marcher, Benedict, lui, y arrive du premier coup. C'est pas très logique. Peut-être, mais on est dans les années 90. Et en plus, on est dans un film dans le film. Donc là, la suspension consentie d'incrédulité, elle est au niveau 10. Après quelques passages émotions plutôt bien écrits, nos deux protagonistes découvrent le plan machiavélique des méchants. Une bombe à gaz pour tuer toute la concurrence mafieuse lors d'un enterrement. Mais comme tout bon film d'action des années 90, Jack Slater et Danny arrivent à déjouer l'attentat, non sans gag, action et Jack qui tombe dans du goudron pour miraculeusement voir ses vêtements reprendre leur couleur avec quelques mouchoirs. Ouais, mais enfin, là il a tout piqué le Tunis. Quoi ? Ça se tient. Benedict se débarrasse du chef de la pègre et devient ainsi le big boss final et parle littéralement à la caméra. Slater débarque mais Benedict parvient à utiliser le ticket pour aller dans le monde réel, ou plutôt That's my world! He's gone over to my world! Et Jack et Danny vont à sa poursuite. Et c'est ici que je fais une pause alerte spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sérieux les gars, ça fait 30 ans, faut peut-être y songer, non ? Et de plus, je vais essayer de pas trop dévoiler la fin de l'histoire pour pouvoir vous laisser profiter. Jack et Danny partent à la poursuite de Benedict, mais Jack découvre à ses dépens que la réalité n'est pas tout à fait comme son monde. Finissant par comprendre la triste réalité, Jack joue alors le rôle d'Arnold Schwarzenegger, ou plutôt Arnold Braunschweiger. qui est d'ailleurs une sorte de saucisse fumée, je pense que c'est ça le gag. Lui et Benedict vont chacun découvrir le monde à leur manière, l'un en rencontrant l'entourage de Danny et se confirmer en tant que bon flic, l'autre en découvrant la solitude et l'impunité des quartiers dangereux de New York et se confirmer en tant que criminel. Il choisit alors de faire revenir l'éventreur de Jack Slater 3 pour tuer Arnold Schwarzenegger. Le vrai ce coup-ci.
Enfin, le vrai qui joue le vrai dans le faux. Et tout ce beau monde se retrouve à l'avant-première du film Jack Slater 4, l'occasion d'un climax en bonne et due forme. Et ça fait caméo, face à face, poursuite, prise d'otage, bagarre et au revoir monsieur l'éventreur. Mais n'oublions pas que le méchant du film, c'est Benedict. Donc, un autre combat final voit ce coup-ci Jack se prendre une balle en pleine poitrine, mais réussir quand même à tuer Benedict en lui tirant dans l'œil, ce qui provoque une explosion, faisant voler le ticket magique et donc le possible retour de Jack dans son monde. Par contre, ça fout un bordel dans un autre cinéma où est projeté le 7ème saut, film absolument culte d'Ingmar Bergman, où un homme joue aux échecs avec la mort personnifiée. Et bien évidemment, c'est pas l'homme qui sort du film. Danny essaie de sauver Jack en le ramenant au cinéma en vain, jusqu'à ce que la mort, la fausse mort, enfin celle du 7ème saut, donc quelque part la vraie, du film, dans le film. Jusqu'à ce que la mort, donc, qui est jouée par Ian McKellen, vienne en Deus Ex Machina pour permettre à Jack de retrouver son monde. Les deux amis se disent au revoir et Jack survit pour reprendre ses aventures au cinéma, mais avec une petite notion en plus. Et c'est la fin de Last Action Hero. Bon, par où commencer ? Last Action Hero fait partie de ces films Madeleine de Proust pour les enfants de ma génération. C'est un très bon blockbuster dans la lignée des films de ce genre des années 90. Très coloré, flashy, punchy, léger, très orienté sur le divertissement. Ici par exemple, pas de réflexion profonde. Quoique. Parce qu'en réalité, ce film dit plus de choses qu'il n'y paraît. Et pourtant, il partait avec un très gros handicap. Il faut savoir que c'est la pire expérience de John McTiernan. Le mec qui a pris 1 an de prison ferme à cause d'une affaire à Hollywood, qui a demandé à ce que son film Rollerball soit effacé de l'histoire du cinéma tellement il en a détesté le résultat. Ce mec-là, malgré tout ce qu'il a vécu, dit quand même que Last Action Hero est la pire expérience de sa vie. Déjà, ça partait très mal dès le scénario. Écrit par 2 scénaristes, Zach Penn et Adam Left, puis réécrit par Shane Black, le papa de plusieurs gros films dans les années 2000, de David Arnott, le papa de pas grand chose en fait, William Goldman, auteur et scénariste de The Princess Bride et Marathon Man, Larry Ferguson, scénariste d'Alien 3 qui récupère aussi le bébé, et Carrie Fisher, oui, Princesse Leia, qui se retrouve en charge d'écrire les personnages féminins. Ajoutez à cela John McTiernan et Arnold Schwarzenegger, et vous avez un total de 9 personnes sur le scénario. Ça fait beaucoup là, non ? Les réécritures au cinéma, ça existe, c'est même monnaie courante. On fait appel à un script docteur, un expert qui pointe du doigt ce qui ne va pas et mérite d'être retravaillé. Et parfois, on fait appel à un scénariste plus expérimenté pour étoffer un scénario. Mais là, on a 2 scénaristes en herbe qui campent sur leur position, et 7 autres qui changent tout le dernier tiers du film, modifient le traitement des personnages et approfondissent l'intrigue. Ajoutez à cela un producteur complètement barré qui veut une sortie le 18 juin 1993, alors que les délais sont trop courts, et vous avez un film bâclé malgré de très bonnes intentions. Donc, si ce film est bâclé, c'est qu'il est mauvais. Eh ben non justement, et c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Parce qu'au-delà de l'aspect purement divertissement qu'on a évoqué, Last Action Hero propose une véritable deuxième lecture et réflexion sur le monde d'Hollywood et le traitement de ses clichés. Grâce au second degré et l'autodérision, il en devient même une satire du système d'écriture très manichéen des films, système qu'on retrouve encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. L'exemple le plus flagrant est la fausse avant-première pour le film Jack Slater 4, plus réaliste que jamais, avec un parterre de stars qui viennent juste faire bonne figure alors qu'ils ne s'apprécient pas forcément, juste pour gratter quelques minutes d'interview télé et continuer d'exister, et avec pour comble l'interview de la star du film elle-même qui, dès qu'elle en a l'occasion, fait un placement de produit et dont le seul argument de vente est le nombre de morts plus faible que le précédent film. Ridicule. Tu trouves ? It was all about who is making bigger movies, who has more definition in their muscles, who has more box office success, who kills more people, who kills people more creatively. Ah ouais. Bienvenue dans les années 90. Heureusement que c'était il y a plus de 30 ans. Le film dénonce pas mal l'action au détriment du traitement des personnages. D'ailleurs, Jack Slater devient plus intéressant et profond une fois qu'il sort de son monde cliché, et cette phrase I don't really like you, right? You brought me nothing but pain. est lourde de sens. Déjà parce que c'est le personnage qui s'en prend à l'acteur qui le joue sans le comprendre, se basant sur un script écrit par des scénaristes qui n'ont pas pris la peine de lui donner de la consistance, mais c'est aussi une façon de montrer qu'à l'époque, les acteurs qui jouaient en se cantonnant à ce genre de rôle ne pouvaient plus en sortir et finissaient par devenir une caricature d'eux-mêmes. D'ailleurs, quand un acteur arrive enfin à sortir de sa case, on dit qu'il joue à contre-emploi. Ce qui est stupide quand on y pense, puisqu'un acteur est supposé savoir tout jouer. Et c'est super intéressant de voir ça dans un film qui, pour le coup, a été bâclé. Alors, ne vous détrompez pas, il y a quand même des choses très intéressantes, comme par exemple le fossé entre le monde de Danny, sombre et dangereux à la manière d'un monde polar des années 80, et le monde de Jack, très coloré, simple et flashy, typique des films des années 90. C'est justement cette dichotomie qui va permettre de donner de la consistance à Jack une fois dans le monde de Danny. Ah,
Et je dis volontairement le monde de Danny et non le monde réel, car je pense que c'est un véritable parti pris de montrer que même dans le monde de Danny, on reste dans un film. Parce qu'il y a trop d'erreurs de mise en scène pour réfuter cette théorie. Jack se blesse à la main en brisant une vitre mais ne saigne pas. Par contre, il arrive un peu plus tard à arracher une portière sans se blesser. Benedict reparaît devant eux alors qu'on est à New York, juste après que Jack ait dit Look, in my world, they just leave clues. We're not in your Oh, world. they just show up and then kidnap me. Danny fait plusieurs fois les erreurs typiques de films qu'il critique, Jack prend une balle de revolver en pleine poitrine mais a le temps de voyager en ambulance, puis de marcher jusqu'en bas de la salle de cinéma, se poser, écouter la discussion entre Danny et la mort, attendre que Danny cherche et trouve le ticket, parler avec Danny et repasser à travers l'écran. Last Action Hero, c'est donc une parodie de film d'action, une satire d'Hollywood, mais aussi quelque part une déclaration d'amour au cinéma qui cherche à instaurer le blockbuster d'action dans la noblesse du 7ème art. Déjà par tous les caméos et clins d'œil distillés tout au long du film, mais surtout avec la présence hommage du film Le 7ème Saut, réputé comme l'un des plus grands films de tous les temps, classique absolu reconnu par l'intelligentsia aux antipodes des films à gros budget hollywoodiens considérés comme médiocres par cette même classe sociale. Ce qui prend donc à contre-pied les détracteurs qui veulent faire du blockbuster un sous-genre, voire même un non-genre, juste stupide et sans aucune connaissance du grand art cinématographique. Car, qu'on le veuille ou non, même un blockbuster bourré de scènes d'action et d'explosions, c'est du cinéma. Il existait déjà en 93 pas mal de films personnifiant la mort, mais Last Action Hero choisit le 7ème saut et arrive à s'en servir avec pertinence. Car c'est la mort qui vient en Deus Ex Machina pour sauver Jack de la mort, soit quelque part, de le sauver d'elle-même. D'autant que dans sa scène, elle dit I was only curious. He's not on any of my lists. Though you are, Daniel. pourquoi. Elle n'a pas besoin de dire ça. Ça peut pas être juste une phrase lâchée comme ça, non. Je pense que c'est une manière aussi de rappeler la force du cinéma. Les hommes meurent, les personnages, eux, sont éternels. Et ce serait bien qu'ils laissent une bonne image derrière eux. Mais alors, c'est un bon film ou un film bâclé? Et ben les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi c'est un flop alors? Bah ça tombe bien que tu poses la question, c'est le prochain point que j'allais aborder, dis donc. C'est fou ça! Ouais. Comme on l'a dit plus tôt, le film a coûté 85 millions de dollars et en a rapporté plus de 137 millions dans le monde. Donc mathématiquement, ce n'est pas supposé être un flop. Alors pourquoi ? D'abord, il faut savoir que les studios hollywoodiens regardent essentiellement les recettes domestiques, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada, et que de ce côté-là, le film n'a rapporté que 50 millions de dollars. Alors c'est moins marquant aujourd'hui car des pays comme la Chine et l'Inde se sont ouverts davantage au cinéma américain, permettant de renflouer les caisses, mais dans les années 90, on est encore très auto-centré, le reste du monde représentant un bonus au même titre que les ventes de vidéos. Et pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi un flop ? Si on en croit les saintes écritures de Wikipédia, un flop est un film dont le succès ne couvre pas suffisamment les dépenses engagées pour sa production, distribution et sa promotion. Or, quand on parle du budget d'un film, on ne prend en compte que sa production, donc une seule partie sur 3. C'est d'ailleurs grâce à cette subtilité qu'Harvey Weinstein a pu longtemps arnaquer les créatifs qui bossaient pour lui en gonflant les coûts de distribution et de promotion pour s'en mettre un peu plus plein les poches. Ah, Harvey, cet homme charmant. Bon, aujourd'hui la plupart des gros studios de production distribuent également, donc c'est toujours ça de moins à aller chercher en budget, mais la promotion, elle, reste importante. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation des grandes salles de cinéma, son évolution, on peut monter facilement aux alentours de 50% du budget de production pour en faire une communication à la hauteur du dit film, ce qui est énorme. En 1993, Last Action Hero est vendu comme le film le plus populaire de tous les temps, rien que ça. La com se galvanisant de tenir un film parfait, des publicités massives et outrancières ont été mises en place. Statues gonflables géantes d'Arnold Schwarzenegger, publicités partout, partenariats avec fast-food, jeux vidéo. Ça peut paraître banal aujourd'hui, mais on est en 1993. Et pour couronner le tout, le producteur a même eu la bonne idée de faire la publicité du film sur une fusée de la NASA projetée dans l'espace, parce que c'est bien connu, nos amis des planètes Mars, Saturne et Ulac Glok Glok 364 sont des amoureux du cinéma terrien. Comment tu sais pour Ulac Glok Glok 364? Quoi ? Non, rien. Et le problème majeur avec ce genre de communication, en plus d'être littéralement de l'argent jeté par les fenêtres, c'est que ça met la barre extrêmement haut et que si le produit n'est pas à la hauteur des attentes que tu imposes dans ta com, ben ton produit fait un bid, ou un flop. Et c'est ce qui s'est passé avec Last Action Hero. Le film s'est gargarisé de trop de compliments superlatifs alors qu'il aurait dû se vendre pour ce qu'il est, une bonne comédie d'action sympa. Alors c'est sûr, c'est moins vendeur, mais c'est aussi le travail de la communication de savoir jauger le produit pour le mettre en avant de la meilleure des manières vers le public cible. Si tu sous-vends ton produit, personne ne le remarquera peut-être, mais tu limiteras les risques et tu n'es pas à l'abri d'une bonne surprise comme Matrix. Rappelons que le film était vendu comme un petit film de science-fiction pour faire patienter les fans avant la sortie tant attendue de Star Wars épisode 1. Alors que si tu le survends, tu feras forcément de nombreux déçus. Je vais faire un comparatif un peu moins connu, mais on retrouve le même concept dans le catch. En 2009, une superbe rivalité est construite entre Triple H et Randy Orton, tant et si bien que les fans étaient comme des fous à l'idée que les deux qui s'étaient déjà affrontés auparavant fassent le combat principal de WrestleMania, sorte de finale du Super Bowl dans le catch. Mais le match était bien en dessous de ce que la rivalité proposait, et ce combat décevant a été rapidement oublié.
Cependant, je nuance ma critique ici car au début des années 90, on est encore sur le système de communication des années 80, à savoir miser gros sur le nom de la vedette à une époque où cela suffisait encore à faire des entrées. C'était le temps où le mot star avait encore du sens. On n'allait pas voir tel film, on allait voir le dernier Stallone, le dernier Belmondo, etc. C'est dans les années 90 que cette mouvance va vraiment s'estomper, notamment grâce ou à cause de l'émergence des petits films indépendants qui créeront la surprise et de ce fait, les studios commencent à perdre gros. C'est ainsi que des stars comme Bruce Willis par exemple vont connaître une période difficile après 1 ou 2 échecs avant de revenir par le cinéma indépendant. Oui, mais aujourd'hui on a toujours des acteurs bankable. Bankable, oui, mais parce qu'ils appartiennent à une ou plusieurs franchises. D'ailleurs aujourd'hui, on ne va plus voir le dernier Stallone ou le dernier Belmondo, on va voir le dernier Marvel ou le dernier Fast and Furious. Et finalement, Last Action Hero est le premier pas vers ce changement de trajectoire. Même si ce changement n'a pas empêché le film de devenir culte des années après, notamment grâce à l'exploitation internationale qui avait peut-être plus de recul pour ressentir tout ça et le marché vidéo, très populaire à l'époque, mais aussi parce que ce qu'il dénonce s'est produit après coup, poussant les producteurs à revoir leur façon de faire et promouvoir un film. Fini les gros biceps à qui tout réussit trop facilement et bienvenue aux héros plus ordinaires qui doivent se surpasser pour survivre dans une aventure qui les dépasse. Peter Biskin, dans 2 de ses excellents livres, expliquait que 2 décennies ont révolutionné Hollywood. Les années 70 avec le nouvel Hollywood et les années 90 avec le cinéma indépendant. Dans ces 2 cas, les mentalités évoluent et les studios sont obligés de prendre la tangente et s'adapter. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'existe plus de blockbusters d'action, car il y en a toujours eu et en aura toujours. Je dis juste qu'ils se sont adaptés en proposant un contenu différent ou rétro-hommage. Ce film de John McTiernan illustre très bien ce changement de cap vers un nouveau style de film d'action, faisant de lui le dernier vrai film de ce genre d'action à héros parfait. The Last Action Hero. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter en nous disant si ce film est culte aussi pour vous, et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai été absent pendant de longs mois, d'ailleurs je vous remercie encore une fois d'être au rendez-vous à mon retour. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie ces derniers temps, notamment un gros déménagement, mais maintenant que je suis bien installé, on va pouvoir reprendre sur de bonnes bases. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!